Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 24 décembre. Vous regardez le Flash Info du Média, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité adaptée à cette pause de fin d'année. Pour rappel, notre campagne de dons est toujours en cours. Nous avons besoin de votre soutien pour financer la production des programmes aux médias. Grâce à vos dons qui sont défiscalisables, nous avons collecté un peu plus de 140 000 €. Merci pour votre générosité. On continue de se mobiliser pour continuer de faire vivre votre média. Il vous reste moins d'une semaine. Le choc est passé, place à l'analyse. Au lendemain de la révélation de la liste des membres du gouvernement Bayrou, les commentaires battent leur plein. Et d'abord dans la presse. Les revenants, titre le quotidien de Centre-Gauche Libération, qui note que l'équipe Bayrou penche nettement à droite et reste sous la surveillance du RN. L'échec assuré prophétise de son côté le journal d'inspiration communiste L'Humanité, qui écrit à la une, et je le cite, « En s'entourant de rescapés du gouvernement Barnier et de recyclés de la Macronie, il reprend l'équation politique qui conduit à la censure. » Le Figaro, de son côté, met en avant la démarche de François Bayrou, qui mise sur l'expérience de poids lourd de la politique venue de la droite et de la gauche pour tenter de durer. Le Monde, quant à lui, utilise l'expression « l'expérience sans l'ouverture » pour qualifier le casting de ce gouvernement entre des personnages comme Manuel Valls aux Outre-mer, où reviennent Gérald Darmanin à la justice et Elisabeth Borne à l'éducation, et où demeure Bruno Retailleau à l'intérieur. C'est justement sur ces personnalités d'expérience que se focalisent les critiques et sur Internet qui n'oublie rien. On se rappelle les scandales et les bourdes des anciennes et nouvelles stars gouvernementales que disait par exemple le nouveau ministre des Outre-mer en 2015 sur l'île de la Réunion. La Réunion, c'est, enfin vous le savez parfaitement, c'est le premier département, c'est la première région d'Outre-mer. C'est 800 000 habitants. C'est une place majeure dans le Pacifique. Oui, mais voilà, la Réunion, c'est dans l'océan Indien. Les déclarations péremptoires de Manuel Valls, qui jurait en avoir fini avec la politique française, remontent également à la surface. Par ailleurs, aussitôt arrivé en poste, l'ex-premier ministre se faisait déjà incendier dans l'opinion, comme c'était le cas ce matin sur France Inter, où un auditeur est tenu à lui rappeler son pédigré dans un vocabulaire quelque peu fleuri. Jean-Noël, bonjour. Oui, bonjour France Inter et merci de me prendre à l'antenne. Je voudrais dire à Monsieur Valls qu'il a participé sous Hollande à la destruction de la gauche, qu'il a trahi le PS et son candidat Benoît Hamon, qu'il s'est exilé en Espagne et s'est fait jeter, qu'il cherche à se rallier à Macron et n'a pas été élu. Vous devriez avoir honte. Vous êtes le pire des traites, Monsieur Valls. Toute la France a honte de vos comportements. Vous êtes pire qu'un étron. Jean-Noël, s'il vous plaît, je vous coupe. Les cérémonies de passation de charges entre ministres sortants et ministres entrants ont également ponctué la journée d'aujourd'hui et on retiendra la mise en garde du garde des Sceaux sortant Didier Migaud à son successeur Gérald Darmanin. Un Didier Migaud qui a dit, et je le cite, « Être garde des Sceaux, c'est aussi ne pas pouvoir s'exprimer publiquement dans un grand nombre de cas ». Contrairement à d'autres membres du gouvernement qui, plus éloignés de la justice, peuvent s'y sentir davantage autorisés. C'est donc garder pour soi ses opinions, ses réactions, ses émotions, car la neutralité, l'impartialité et l'indépendance de la justice doivent primer par-dessus tout. Des propos adressés à un interlocuteur qui a bruyamment exprimé son soutien à Marine Le Pen, menacée d'inéligibilité dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires du Front National en raison de réquisitions du parquet. Il est évident que dans ce contexte, le retour de Gérald Darmanin, lui-même longtemps aux prises avec la justice suite à des accusations de viol, ressemble fortement à un signal politique préoccupant. La menace d'une nouvelle censure de la gauche plane, pas sûr que le gouvernement Bayrou passera l'hiver. L'État français a-t-il tout mis en œuvre pour sauver les vies qui pouvaient l'être à Mayotte? Pire, a-t-il saboté les secours attendus par les sinistrés? Près de 10 jours après le passage du cyclone Chido qui a dévasté l'archipel, l'incompréhension demeure face aux nombreuses défaillances qui entourent la gestion de la crise. Dans un article publié sur le site de Mediapart, le journaliste Rémi Carayol rapporte que les habitants de l'île, notamment dans les bidonvilles totalement rasés, ont attendu une semaine avant d'être aidés. Les Mahorais ont pu toutefois compter sur le soutien des autorités des Comores
pourtant beaucoup plus pauvre, mais plus prompte que la France pour acheminer l'aide vers l'archipel. Les Comores ont envoyé 250 tonnes d'eau en bouteilles et des denrées alimentaires à compter de vendredi dernier. L'aide se fait avec l'assistance sur place de l'organisation religieuse Ouzouri Wadini, explique Oumed Msedi, conseiller du chef de l'État comorien, qui a ajouté « Nous avons clairement dit aux autorités françaises que la sécurité civile comorienne était en attente de déploiement à Mayotte. » Une autre source proche du gouvernement a précisé à l'AFP que les Français ont refusé l'envoi de pompiers à Mayotte. Jean-François Corti, le président de Médecins du Monde, admet que la situation n'est pas simple à gérer, mais interroge « Est-ce une question de moyens ou peut-on parler d'une négligence assumée ?» Sur BFM, le 21 décembre dernier, Patrick Milan, patron de Kwezi TV, un média mahorais, se montre également très critique. Il existe des solutions immédiates pour avoir de l'eau pour tout le monde. Aux Comores, il y a une usine d'eau. Les Comores, c'est à 60 km de Mayotte. Simplement 60 km. Il y a une usine d'eau. À Madagascar, à 323 km de Mayotte, il y a une autre usine d'eau capable de produire de l'eau en quantité, et ces gens sont capables de proposer de l'aide à Mayotte. Seulement, je ne sais pas pourquoi, du côté de la France, non, on n'a pas besoin de l'aide internationale, et encore moins celle des Comores et celle de Madagascar. Un peu plus d'humilité, c'est bien que tout arrive de Paris ou de la Réunion, mais juste à côté de nous, il y a les possibilités. À longueur d'année, on fait de la coopération régionale. Ça serait bien que ce soit aussi dans l'autre sens. Des épidémies sont en train de se répandre. La gale commence à circuler sur le territoire selon les services de secours. Dans certains centres d'hébergement, on constate pas mal de personnes qui arrivent avec des plaies et des plaies qui ont besoin de soins immédiats. Ça, ce sont les propos des médecins. Et l'analyse des médecins, dans certains cas, ça ressemble à la gale. Et attention, la gale, ça c'est extrêmement contagieux. D'après le dernier bilan provisoire du ministère de l'Intérieur, le cyclone aurait fait 35 morts et 4136 blessés, dont 124 en urgence absolue. Le Premier ministre François Bayrou, invité hier soir sur BFM, a estimé que le nombre de morts se chiffrait en dizaines et non en milliers et serait très inférieur aux chiffres alarmistes avancés. Pourtant, dès le 15 décembre, 30 heures après le passage du cyclone, le préfet de Mayotte, François-Xavier Bieuville, évoquait certainement plusieurs centaines, peut-être même quelques milliers, alors qu'il était en déplacement sur l'île. Jeudi 19 décembre, Emmanuel Macron avait également estimé que le nombre de victimes était vraisemblablement très supérieur au premier bilan établi. Certains évoquent le chiffre de 60 000 morts, une information toutefois rapidement démentie par le ministère de l'Intérieur. Un rapport de la mission de l'ONU en Haïti et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, publié ce lundi 23 décembre, dénonce les conditions dans lesquelles 134 hommes et 73 femmes ont été abattus entre le 6 et le 11 décembre à Port-au-Prince. Stéphanie Tremblay, porte-parole auxiliaire du secrétaire général de l'ONU, revient sur le rapport d'enquête sur le massacre récent dans le quartier de Wharf-Jérémie à Port-au-Prince. According to the report, between 6 and 11 December, more than 207 people, 134 men and 73 women were executed there. Most of them were elderly individuals who were accused of practicing voodoo and also accused of causing the gang leader's child's disease. Other victims included people who tried to flee the area or who were suspected of having leaked information about these crimes to local media in Haiti. Since the beginning of the year, BINU and OHCHR have recorded more than 5,350 people killed and more than 2,100 people injured as a direct result of violence in the country. La violence des gangs, déjà endémique en Haïti, s'aggrave depuis des mois. Meurtres, viols, pillages et enlèvements contre rançon s'intensifient. On vient de l'entendre, depuis le début de l'année 2024, plus de 5350 personnes ont été tuées et plus de 2100 autres blessées en conséquence directe des violences dans le pays. C'est la fin de ce Flash Info que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube et le canal 165 de la Freebox. N'oubliez pas de soutenir notre campagne de dons de fin d'année qui sont défiscalisables. Grâce à votre soutien, nous avons recueilli un peu plus de 140 000 €. Merci à vous. On continue de se mobiliser pour faire vivre votre média. Rendez-vous sur lemediatv.fr.